Bien. Alors, on va donc nous occuper maintenant de la distribution des éléments de trace et leur modélisation, évidemment, durant la cristallisation. Alors, comme la fusion, la cristallisation peut être équilibrée ou peut être fractionnée. Nous considérerons donc les deux cas, comme nous l'avons fait pour la fusion partielle, dans les systèmes ternaires, pour nous rendre compte un petit peu des mécanismes qui conduisent les processus de cristallisation. Puis nous ferons une modélisation des deux types de cristallisation, cristallisation équilibrée et cristallisation fractionnée. Alors je vous rappelle que la définition des deux, quand vous avez quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire entre les cristaux et le liquide, le contact reste et les échanges de tous les éléments chimiques, qui sont majeurs, mineurs ou traces, se fait jusqu'à égalité des potentiels chimiques. En revanche, quand on a une séparation cristaux-liquides, on a donc un fractionnement, ce qui donc rend le système changeant d'un point de vue composition au cours des processus. Tout ce que l'on a considéré pour la fusion partielle reste évidemment valable pour la cristallisation, et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'analyse des processus sur un diagramme de phase, et on va prendre le système des basaltes, qui est le système diopside, phosphérite, anorthite, c'est-à-dire inclinopyroxène, inolévine et plagioclase, ce qui correspond grossièrement à un basalte à olivine, comme celui que vous connaissez bien dans le Moyen Atlas. Bien, alors je vais commencer par ça. Je pense que vous les avez un petit peu touchés quand vous étiez en S3 ou S4, et que vous approfondirez davantage par des TD correspondant à des calculs des proportions des phases minérales et de la fraction liquide, en même temps peut-être que la composition des minéraux. Vous le ferez avec M. Daher en approfondissement. Moi, je ne fais ici que vous rappeler les mécanismes qui vont nous servir à comprendre le processus de cristallisation équilibré ou fractionné. Donc vous avez un système, on va prendre un système ternaire, donc notre système diopside, anorthite, phosphérite. Ce système est composé en 3 systèmes binaires avec eutectique. Vous avez par exemple le système diopside phosphérite qui est ici. Vous voyez, hop, vous avez ici le liquidus, vous avez ici le liquidus côté diopside, vous avez ici le liquidus côté phosphérite, et vous avez le point eutectique binaire, d'accord, qui est là. Si on prend le système diopside anorthite, plagioclase, la même chose, on a les liquidus qui sont là, le solidus qui est là, et le point eutectique binaire. Et puis enfin, on a le troisième système binaire qui est anorthite phosphérite, dont les liquidus sont ici, le solidus là, et le point eutectique binaire, donc phosphérite en statite, phosphérite qui est ici. Bien. Si on combine les 3 systèmes binaires, on est un peu comme dans le cas, si vous vous rappelez, de la topographie, donc où on a quelque chose qui est en 3 dimensions, et on a donc on n'a plus des lignes liquidus, mais on va avoir des surfaces liquidus. Vous voyez, par exemple, entre ce liquidus là et ce liquidus là, ça forme un liquidus ici, qui n'est plus une ligne, qui est une surface liquidus en 3 dimensions. Entre celui-ci et celui-là, vous avez toute cette partie-là qui est une surface liquidus, et la troisième qui est ici. Ces 3 surfaces liquidus, elles migrent toutes les 3, si vous voulez, vers ce qu'on appelle les vallées thermiques, et qui relient entre eux les points eutectiques, c'est-à-dire ces trois surfaces liquidus vont se rencontrer en un point où la température est la plus basse, je vais revenir sur la température dans un instant, et qui se rencontrent toutes en un point ternaire dans l'espace qui est le point eutectique ternaire E. D'accord? Donc c'est comme si vous aviez 3 collines, une première colline qui correspond à une surface liquidus, une deuxième colline qui correspond à une deuxième surface liquidus, et une troisième qui est ici. D'accord? 3 collines, et entre les collines, vous avez les vallées. Les vallées,
c'est les vallées thermiques. Donc quand vous avez de l'eau, les vallées, elle tombe ici, la goutte d'eau, et puis elle va chercher tout de suite la vallée thermique pour finir vers le point le plus bas qui est le point eutectique, ternaire. D'accord? Alors, la température ici, alors le diagramme, évidemment, ils sont là, et toutes ces lignes verticales correspondent à la température. Alors, dans la température, ici, vous voyez, vous avez ici un plan qui est là, qui est un plan isotherme, qui est un plan où toutes les températures sont égales. C'est comme quand on va construire les courbes de niveau. Vous vous rappelez, au niveau de la topographie, on a les courbes de niveau. L'intersection entre ces courbes de niveau et la surface topographique me donne, l'intersection entre ces surfaces horizontales et la topographie me donne les courbes de niveau. Là, c'est la même chose. L'intersection entre la surface isotherme et les surfaces liquidus me donne, vous voyez, des lignes comme celle-ci, là, d'égale température. Vous voyez, ça c'est une ligne isotherme, dans laquelle la température est égale, puisqu'elle correspond à l'intersection entre une ligne horizontale correspondant à une température fixe, d'accord, constante, et la surface liquidus. Ok, donc si on imagine un liquide, si on est au-dessus des surfaces liquidus, si on imagine un liquide de composition ici, qui va se mettre à cristalliser, il va s'abaisser, et puis dès qu'il touche la surface liquidus, ici, il va cristalliser une phase. Ici, dans le cas qui est ici, c'est la phase diopside. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller directement vers la première vallée thermique qui est là. Hop, il touche le point, et une fois qu'il est là, la température va baisser jusqu'au point E. Mais quand il touche ici, vous voyez, donc en fait, le point, il suffit de relier entre ce point-là et le point dans lequel ça tombe ici. On peut le dessiner, hein. On peut le dessiner ici rapidement. On peut dessiner, prendre une ligne et imaginer que cette ligne, elle correspond au chemin. Vous voyez, donc ça c'est le chemin du refroidissement d'un liquide. Dès qu'il touche la surface liquidus, qui est cette surface-là, l'intersection entre ce liquidus et ce liquidus, dès qu'il touche ici, paf, on a la cristallisation du diopside. Ensuite, on a une ligne courbe, normalement. Alors, moi, je ne vais pas la faire courbe, mais je vais la faire comme une ligne normale. Il va rejoindre, CTRL Z. Pardon, voilà. Hop, il va rejoindre la première vallée thermique, mais ça, c'est pas vraiment une ligne droite, c'est une courbe. Il rejoint la vallée thermique, donc ici, et après, il redescend jusqu'au point E. D'accord? Donc, si je fais encore une ligne, après, il va descendre d'ici jusque là, jusqu'au point E. En ligne courbe, hein. C'est pas une ligne droite. Vous voyez? Donc, si j'ai un liquide qui est de cette composition, le chemin de sa cristallisation est le refroidissement. Dès qu'il touche ici, on a la cristallisation du diopside. Après, il va chercher la ligne de plus grande pente pour atteindre l'intersection entre cette surface liquidus, qui est celle de l'anorthite, et cette surface-là. Et là, paf, syncristallisation de diopside et du plagioclase. Et puis après, il va descendre ici en syncristallisant le plagioclase et le diopside jusqu'à E, et en E, le domaine de saturation de la force sérité est atteint, et elle va se mettre à cristalliser jusqu'à épuisement du liquide. Ça, c'est le chemin vu en 3 dimensions. Alors, c'est la même chose que si vous aviez des vallées. Des vallées normales, 3 vallées, l'eau. Simplement, l'eau, elle tombe, la pluie tombe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre le long de la colline, donc qui est une autre surface liquidus. Elle va arriver à la première vallée qui y a entre les 2 collines, là, et elle va se mettre à couler vers le point le plus bas de la vallée jusqu'à ce qu'elle rencontre le trou, si vous voulez, ou un puits dans lequel ça va tomber. Ce puits constitue le point ternaire d'intersection entre les trois intersections entre une surface liquidus, première, la seconde
et le troisième, il arrive en E, et hop, et là, tout s'arrête, puisqu'il y a un puits qui correspond au point E. D'accord? Alors c'est très simple, ça c'est une vision un peu dans l'espace de ce qui se passe, et pour avoir quelque chose sur un plan, il suffit de tout projeter, sur la base de cette espèce de tétraèdre. Non, c'est même pas un tétraèdre, c'est un prisme, si vous voulez. À sa base, on peut donc projeter les lignes Lucidus, celle-là, elle est là, celle-ci, celle-là, qui est l'intersection entre cette surface Lucidus et cette surface, leur intersection est là, et ici, l'intersection entre cette surface Lucidus et cette surface Lucidus qui est celle-là. Vous voyez, elle est ici. Et donc, les trois convergent en un point E eutectique dont la projection donc, se fait ici. Les lignes isothermes qui sont là, elles vont se projeter, vous voyez, sous forme de courbe ici. Ce sont des lignes sur lesquelles on peut marquer la température précise. Et la température baisse, évidemment, quand on va vers le point eutectique. Donc là, c'est la façon dont le diagramme ternaire est construit et imaginé. Évidemment, l'axe des températures, vous avez ici la température de fusion du diopside, vous avez ici si vous voulez, la température à partir de laquelle tout le diopside est fondu, vous voyez, qui est donc ici, au-dessus c'est la phase liquide, en dessous c'est les cristaux plus liquides, ici température de fusion de la forstérite, et ici la température de fusion de l'anorthite. Celle qui est ici, ce sont leurs projections évidemment sur le triangle qui est là. Et vous avez donc les températures qui baissent sur le point eutectique. Si on regarde ce même diagramme fini, il est là. C'est le même que celui qu'on a fait il y a un instant, anorthite, diopside, forstérite. D'accord? Nous avons donc les vallées thermiques qui sont projetées ici. Ça forme donc des courbes cotectiques. Et nous avons le point eutectique ternaire qui est ici. Ça, ce sont les fameux plans horizontaux sur le diagramme ternaire dans l'espace qui correspondent donc à une baisse de température vers le point eutectique ici. D'accord? Bien. Alors, la règle des phases s'applique exactement pareil ici comme quand on fait sur le métamorphisme. Ça, c'est des espaces divariants. Ça, c'est divariant. Ça, c'est des courbes monovariantes. Et ça, c'est un point invariant. C'est-à-dire qu'ici, V est égal à 2. Ici, V est égal à 1. Et ici, V est égal à 0. Ça, évidemment, anorthite, diopside, forstérite, dans le cas de ce que je viens de dire, ce sont des constituants indépendants qui peuvent aussi former des phases. D'accord? Donc ici, j'ai deux phases, forstérite plus liquide. Donc j'ai ici C égale 3. Donc V est égal C plus 2 moins phi. Donc ça fait V est égal C est égal à 3, plus 2, 5, moins phi, le nombre de phases, il y en a 2. Ça me fait donc 2. V est égal à 2. Espace divariant. Ici, j'ai, ici sur cette ligne, j'ai forstérite plus anorthite plus liquide. J'ai 3 phases. Donc V est égal C, 3, plus 2, moins le nombre de phases. Combien? C, moins 3. D'accord? D'accord? Donc ça fait, attendez, ça fait anorthite, forstérite, liquide. Donc ça me fait V est égal à 1. Et ici, V est égal à 0, parce que la variance est complètement nulle. Quand le point figuratif du liquide arrive ici, il ne bouge plus, puisque c'est un point invariant. Bien. Maintenant, le chemin de la cristallisation qu'on a fait tout à l'heure, on peut le reprendre, mais cette fois-ci en prenant une composition d'un liquide initial. Cette fois-ci, on n'est plus en solide, on est en liquide, puisqu'on est dans le cadre de la cristallisation. C'est donc un liquide dont la composition en termes de constituants indépendants anorthite, diopside, forstérite est ici. D'accord? Ce liquide de composition X, il est là. Vous voyez? C'est ce point-là, sur le diagramme ternaire. Si je fais sur la vallée thermique, ici, si je reviens en 3 dimensions, il est situé ici. Comment va faire
comment on va baisser la température? Et va aller chercher rapidement la vallée thermique, c'est-à-dire l'intersection entre cette surface liquidus et cette surface liquidus qui correspond à cette ligne-là. Donc le chemin, il est celui-là. Et ce chemin, il correspond au point qui relie le point qui est ici, qui correspond à la fusion totale de la force thermique, à X. Vous reliez les deux points et vous trouvez le chemin le plus rapide pour aller vers le point Y, c'est-à-dire vers la vallée thermique. De la même façon ici, on va revenir. Donc pour trouver le chemin de la cristallisation, il se fait de relier le point FO ici au point X que j'ai là. D'accord? Et là, j'ai le chemin de la cristallisation depuis ici jusque là. Alors, depuis ici jusque là, parce que, en fait, ici, il faut mettre la verticale, ici, il faut mettre la ligne verticale, donc qui descend, et cette ligne verticale correspond à ce qui est en pointillé, c'est-à-dire correspond au refroidissement du liquide avant qu'il ne touche la surface liquidus, donc qui correspond à ce point-là. Donc à partir de ce point, j'ai la cristallisation sur tout ce chemin-là de la force thermique seule, puis ici, le domaine de saturation de la nortite est atteint, j'ai la cristallisation de la force thermique plus la nortite, et enfin, et ceci se produit de ce point-là, de ce point donc Y jusqu'au point E, qui est là, et ici le domaine de saturation du dioxyde est atteint, et j'ai donc une syncristallisation de la force thermique, de la nortite et du liquide jusqu'à épuisement du liquide. Ok, le résultat final que j'obtiens est exactement celui de la composition initiale puisque je travaille en système fermé. Ok, donc de X à Y, je récapitule, de X à Y, cristallisation de la force thermique, l'olivine, de Y à E, la courbe monovariante est atteinte, règle des phases V est égale à 1, cristallisation simultanée de force thermique et de anortite. Ensuite, en V, en E, V est égal à 0, donc le point arrive, il ne bouge plus, la variance est nulle. On a 5 cristallisations de la force thermique, de l'anortite et du dioxyde à la température et à la composition de E, bien sûr, jusqu'à disparition du liquide. Donc on a le chemin, ici X, Y, E, c'est le chemin de la cristallisation. Donc le chemin de cristallisation du liquide X. Ok? Bon. Si vous faites, pour se rappeler un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois, le chemin de la fusion est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. C'est-à-dire, si j'ai un solide de composition X, ici, il est cristallisé, la chaleur va se mettre à monter jusqu'à atteindre la température de 1270 degrés, qui est la température de E. À ce moment-là, je vais avoir les premières gouttes de liquide qui vont apparaître. Ces premières gouttes de liquide correspondent à la fusion simultanée de l'olivine, du dioxyde et de l'anortite à la température constante et à la composition constante de E. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tout le dioxyde ait été fondu, jusqu'à disparition du dioxyde. Une fois le dioxyde disparu, je change un peu de système, la variance change, le point figuratif du liquide va quitter le point E et va suivre le chemin de E à Y. D'accord? Avec fusion simultanée de l'anortite et de la force thermique. En Y, toute l'anortite aura fondu. D'accord? Je change de nouveau le système. Si la température continue à monter, vous voyez, hein, à chaque fois qu'on part dans ce sens-là, on passe de 1270 degrés, ici 1300 degrés, ici 1320 degrés, et puis là, hop, la température va monter de nouveau, avec fusion exclusive de la force thermique jusqu'au point X, où tout le système est fondu. Donc ça vous rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le système XYZ quand on avait travaillé sur la fusion des sources magmatiques. Alors les calculs peuvent être faits en TD, on peut faire plein de calculs, calculer les proportions, etc. Rappelez-vous, hein, si par exemple je veux savoir quelle est la composition du système, quelle est la composition de mon système au moment où le dioxyde a disparu, il me suffit de tirer le trait de là en passant par la composition X, vous voyez,
Voilà, je suis ici, je fais ça, j'ai ici la proportion de liquide, et j'ai tout ça, la proportion de cristaux. Ces cristaux, c'est quoi? Ce sont des cristaux de forsterite et d'andesitite. La proportion des cristaux d'anorthite, c'est là, et la proportion des cristaux de forsterite, c'est ici. Si la séparation se fait, je reviens, je suis en train de vous réviser un petit peu la partie de la fusion partielle. Si à partir d'ici, quand le diopside disparaît, il y a fractionnement, vous avez une séparation du melt du résidu cristallin, j'ai un nouveau solide qui est formé par de l'anorthite et de la forsterite qui ne peut fondre que si la température atteint celle du point eutectique binaire qui est là. Rappelez-vous ce que l'on a vu. Donc tout ça, peut-être, on peut suivre tout ça par le calcul en connaissant et en définissant parfaitement les proportions et la nature des différentes phases qui sont en présence. La phase solide constituée par un minéral 2 ou 3, ou la phase liquide en termes de constituants indépendants. Évidemment. Alors, si on modélise ça, si on essaie de modéliser ça, la modélisation est très très simple. Vous pouvez le faire à la main, et d'ailleurs vous allez le faire à la main, pendant que moi-même j'essaierai de le faire sur l'écran. Ici, j'ai donc la cristallisation équilibrée se produit quand les fractions liquides et solides restent en équilibre. Elle s'écrit, alors, elle s'écrit comme ça. Hop, je vais faire ça, et je vais l'enlever. Pour le moment, je l'enlève. Et je définis CL, qui est la concentration d'éléments traces dans le liquide résiduel. D'accord, attention, vous oubliez un petit peu la fusion partielle, et on va réfléchir en termes de cristallisation. La cristallisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cristallise, vous avez un liquide entier, complètement liquide, et se met cristallisé. Il y a des minéraux qui se forment. Ces minéraux, ils prennent les éléments traces et les incorporent dans la structure, et vous avez un liquide, qu'on appelle le liquide résiduel qui les entoure, qui a une composition qui est différente. Bien, donc CL, c'est la composition de ce liquide qui a acquis une nouvelle composition. Cl0 est la concentration dans le liquide initial. Cl0, c'est la concentration en un élément en trace quelconque dans le liquide initial. D, toujours le coefficient de répartition, et F, la fraction du liquide après cristallisation, c'est-à-dire le rapport liquide sur liquide plus solide. Quand c'est égal à 1, c'est une... je vais accepter l'un de vos collègues. Quand c'est égal à 1, le système est entièrement liquide. Quand c'est égal à 0, le système est entièrement solide. D'accord? Donc, faisons un bilan de masse. Qu'est-ce que vous écririez au niveau du bilan de masse? Alors, le bilan de masse, vous allez écrire la chose suivante. Alors, on va essayer de là et on va faire la démonstration. On va faire CL, CL0. Alors, moi, je l'écris comme ça. CL0, c'est-à-dire le liquide initial, il est égal à un moment donné. On va imaginer qu'on a eu une cristallisation, qu'on a des cristaux et qu'on a un liquide résiduel. Il est égal à CL, d'accord, que multiplie la fraction fluide, la fraction liquide, pardon, plus ce qui est dans les cristaux, la concentration dans le solide, c'est-à-dire dans les minéraux qui se sont formés, que multiplie 1 moins F. Alors 1 moins F, c'est-à-dire la totalité du système moins la fraction liquide. D'accord? C'est-à-dire la fraction solide en tout. 1 moins F, c'est égal à X. X, c'est la fraction solide. Ça marche? Développons. Ça fait donc CL, CL0, allez-y, faites-le en même temps que moi, est égal à CL, F, alors je mets F direct, plus CS moins CS F. Ça va jusque-là? Pour la démonstration, il n'y a pas de problème. Alors, on sait que D, c'est égal à D est égal à CS sur CL. CS,
concentration dans le solide divisé par la concentration dans le liquide. Ce qui donc veut dire, donc, pour faire ça bien, donc, CS est égal à DCL. Ça marche? Donc, je remplace partout le CS. Ici, je le remplace par DCL. Donc, ça me fait CL0 est égal à CL plus DCL plus ou moins, pardon, non, DCL moins, pardon, moins DCLF. DCLF. Oui, je vous écoute. Hein? Le premier, CL, ici. CLF, bien sûr. CLF et DCLF. OK? Ça va jusque-là? OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets en facteur, je mets CL. Donc, je mets CL0. CL0 est égal à CL facteur de 1 plus F, alors D, oui, c'est L, alors attendez, CLF plus D, CL, c'est ça? Et c'est L, après c'est moins, c'est L moins DCLF, nous sommes d'accord? Ça fait 1 plus D moins, attendez, s'il vous plaît, comme ça moi je perds pas le nord, 1 plus D moins D. Ah, ça m'énerve. Bon, moins DF, voilà, moins DF, exact, moins DF. Voilà, ok? Donc ça me fait, je fais passer, ça fait donc CL0 sur CL, CL0 sur CL est égal à 1 plus D moins DF. Ça marche? Et je fais l'inverse de tout. Ça me fait donc CL sur CL0 est égal à 1 divisé par sur 1 plus D moins DF. Voilà un modèle mathématique simplement développé. Voilà. Et j'ai donc ma solution, d'accord, qui est celle-là. Je peux donc prévoir le rapport entre la composition du liquide résiduel, Cl, en fonction du coefficient de répartition et du taux de cristallisation, c'est-à-dire la fraction liquide par rapport à la fraction solide. Si la fraction liquide est égale à 1, le taux de cristallisation est très faible. Si la fraction liquide est proche de 0, c'est-à-dire le taux de cristallisation est important. Je peux donc développer le modèle qui prévoit ce qui peut se passer lors de la fusion équilibrée. Ok? Donc ça, oui. 1 plus D, 1 plus, pardon, CLF, ici,
1, 2, 3, 4. Là, c'est égal donc à, vous dites CL, TGCL, oui, CL. Alors, ça fait CL0 est égal CL plus DCL. CL1. Bah écoutez, peu importe si vous avez compris, si vous le faites bien, moi je vire ça et je fais CTRL Z. Attendez, n'inquiétez pas, je vais vous donner mince, c'est pas grave. Hop. Et ça me fait donc le résultat final, c'est ce que j'avais tout à l'heure, que je peux réécrire. Mince, alors attendez, je vais peut-être le trouver ici. Il est là. CTRL C. Et je le remets ici. CTRL V. Voilà. Il est ici, le résultat final. Je pense que vous avez compris. Hein. C'est pas évident de faire une démonstration comme ça sur PowerPoint, même si c'est enfantin. C'est pas grave. Et on a donc ici le modèle de la cristallisation équilibrée. Ok? Il est là. Donc je peux, à tout moment de cette cristallisation, prévoir la composition du liquide résiduel, Cl, en fonction du taux de cristallisation, matérialisé par la fraction F du liquide, et du coefficient de répartition qui est considéré. Ok? Alors, Cl0, c'est la composition du liquide initial. On va commencer par considérer que ça, c'est égal à 1. D'accord? Comme ça, il s'enlève et tout le reste reste valable. Je voudrais vous préciser ici que le calcul de D par exemple, ça c'est dans le cas où on a une seule phase qui cristallise. Par exemple une olivine, un CPX. Mais si jamais vous avez plusieurs phases qui cristallisent, vous êtes obligé d'adapter D avec les mêmes formules que celles que nous avons utilisées lors de la fusion partielle. C'est-à-dire tenir compte des teneurs modales de minéral dans le solide, en plus des coefficients de répartition pour chacune de ces phases. D'accord? Rappelez-vous, la formule D global est égale à la somme de X fois D de l'élément en question, donc ça reste tout à fait valable. À tout moment, il faut que le système s'adapte à l'évolution de la cristallisation. Donc maintenant, si on met ce modèle sur un diagramme, donc le diagramme qui rallie ici la fraction du liquide résiduel, attention, ici 1, c'est le système est totalement liquide, et ici le système est totalement solide. Donc la petite fraction, là on a une petite fraction de liquide résiduel, et là une grande fraction pas du liquide résiduel, mais du liquide dans sa globalité. Attention, il y a une petite différence entre les diagrammes de la fusion partielle. Et ici, on a la concentration de l'élément dans le liquide résiduel. Attention, la concentration initiale est égale à 1. C'est-à-dire Cl0 ici est égal à 1. Ok? Donc, on considère directement Alors, si on lit ce diagramme, on a donc une concentration originelle qui est égale à 1 ppm, par exemple, hein, 1 ppm ici. Si on a une très faible, si on a des éléments chimiques avec différents coefficients de répartition, ici des éléments très compatibles, D égale 30, 10, 5, etc. Puis ici des éléments de plus en plus incompatibles. On va considérer d'abord le cas des éléments compatibles, vous voyez, avec les de faible taux de cristallisation, de très faible taux de cristallisation, le liquide résiduel, après le fonctionnement des phases, reste très peu concentré en ces éléments dits compatibles. Ils restent dans la phase solide, ils ne sortent pas dans le liquide résiduel. Ils ont même des concentrations qui sont proches de zéro, totalement proches de zéro. Mais plus ce coefficient de répartition baisse, plus la concentration dans les liquides résiduels, donc qui sont
là, après le fractionnement ou après la cristallisation, il n'y a pas de fractionnement, on est en cristallisation équilibrée. Après la cristallisation des premiers minéraux, ça reste quand même faible. En revanche, et c'est là où ça devient très intéressant, pour les éléments incompatibles, c'est toujours le plus intéressant, pour de très faibles degrés de cristallisation, donc la fraction de liquide résiduel reste très très faible, plus elle est faible, plus l'élément étant compatible, plus sa concentration est grande. On peut même avoir des enrichissements infinis si le taux de cristallisation et si la fraction du liquide résiduel, plus la fraction du liquide résiduel est faible, plus sa concentration en éléments les plus incompatibles est forte. D'accord? Donc les limites de l'enrichissement ou de l'appauvrissement restent dirigées par deux valeurs de f, d'accord? Soit f égale à 0, soit f égale à 1. Et respectivement, ce rapport, si f est égal à 0, on a donc 1, on a CL sur C0 est égal à 1 sur D, ça c'est nul et ça c'est nul. Et si CL sur C0, si f est égal à 1, donc f est égal à 1, ça c'est 1, 1 moins 1, etc. Donc ça reste 1 sur D, d'accord? Mais si D tend vers 0, si donc la coefficient de répartition est de plus en plus faible, l'enrichissement CL sur CL0 va tendre vers l'infini. Ce sont ces courbes asymptotiques qui montrent que ça tend vers l'infini. Donc là encore, ce sont les éléments incompatibles qui sont les plus intéressants pour lors de la cristallisation fractionnée. Et alors, ils sont intéressants lors de la fusion partielle, mais ils sont très intéressants lors de la cristallisation fractionnée. Donc au bout, si on a des idées sur la façon dont la cristallisation s'est faite, si on est sûr que les taux de fusion partielle sont très faibles, donc que l'enrichissement est très fort des premiers liquides, et si la cristallisation continue avec un fractionnement de plus en plus important de ces éléments de trace avec des faibles D dans les différents liquides résiduels, la valeur que nous avons de ces éléments de trace à très faible valeur de D, très faible coefficient de répartition, sont probablement celles de la source. Nous avions déjà pris cela en considération lors de la fusion partielle, cela devient de plus en plus valable lors de la cristallisation fractionnée. Attention, c'est pas simple au niveau connexion neuronale pour essayer de comprendre tout ça, mais si vous le simplifiez, vous comprendrez plus rapidement. Très bien. Ok. Maintenant, on a la cristallisation fractionnée. Cristallisation fractionnée, c'est différent de la première, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez la cristallisation qui se fait, les minéraux qui se forment, et à un moment ou à un autre, ils fractionnent, ils se séparent. Alors, il y a plusieurs mécanismes de séparation, nous allons y revenir, qui font donc en sorte que il y a séparation entre le melt et ce qui est cristallisé. Donc, les échanges sont arrêtés, et je suis à chaque fois en présence d'un nouveau système. J'élimine ce qui est solide, puis j'ai un nouveau liquide initial qui va cristalliser, me formant un liquide résiduel, l'autre, hop, il est retranché, etc. Donc il y a une incrémentation à faire pour essayer de suivre un petit peu ce qui se passe lors de la cristallisation fractionnée. Les choses sont un petit peu plus compliquées, mais on ne va pas rentrer avec des démonstrations parce qu'elles sont fastidieuses. Mais en revanche, on va discuter un petit peu des mécanismes qui se font dans un diagramme ternaire, et on va commencer par un diagramme aussi qui correspond aussi à celui des basaltes, forstérite, anorthite, silice. Tout à l'heure on avait pris forstérite, anorthite, diopside. Là on prend forstérite, anorthite, silice pour considérer la silice ici qui est c'est une L qui permet de suivre la différenciation vers des enrichissements de plus en plus importants en silice, et la forstérite, entre lesquels nous avons donc un composé intermédiaire à fusion congruente. Nous y reviendrons dans un instant. J'ai donc ici trois systèmes binaires. Le système forstérite-anorthite, qui est donc un système binaire avec éclectique normale. J'ai le système anorthite-silice, qui a aussi un éclectique binaire normal. Et puis j'ai le système forstérite-silice, qui eux n'ont pas un éclectique binaire normal, mais ils ont deux points, un
point péritectique binaire et un point eutectique binaire. Il y a deux points invariants. Deux points invariants, le point P et le point E. Vous connaissez probablement ces diagrammes. Ce diagramme donc est divisé par ce joint anorthite en statite. Vous continuez à m'entendre? Oui? Oui, oui, très bien. Parce que j'ai eu un signe sur mon casque qui me dit probablement que la batterie est faible. Mais c'est pas grave. Donc j'ai un joint anorthite en statite ici qui sépare mon diagramme en deux parties. La partie à gauche ici, rouge ici, qui correspond aux compositions sous-saturées en silice, et celles qui sont à droite ici qui correspondent aux compositions sursaturées en silice, c'est-à-dire il y a un excès de silice, et vous avez le joint anorthite en statite qui divise donc ce diagramme en deux, qui correspond dans tous les points correspondent à une composition pile saturée en silice, ni sous-saturée ni sursaturée en silice. Donc ça c'est pour la présentation des diagrammes binaires puis du diagramme ternaire. Ce diagramme ternaire est défini donc par des domaines de saturation, alors le domaine de saturation de l'anorthite, le domaine de saturation de la forsterite, le domaine de saturation des différentes formes de la silice, alors c'est la cristobalite, puis la tridymite, et puis vers les basses températures, si on baisse les températures, on va aller vers le quartz. Donc ici c'est la cristobalite parce que la température est haute, et puis entre forsterite et le quartz et sa famille, on a donc ce pyroxène qui est donc un produit d'une cristallisation par réaction entre un liquide et une olivine. C'est ce qu'on appelle une réaction péritectique, parce que l'enstatite est un produit, est un minéral qui a une fusion incongruente. C'est-à-dire que quand vous le faites fondre, vous obtenez deux choses différentes de lui-même. Vous obtenez une olivine, vous prenez l'enstatite, vous la faites fondre, vous obtenez une olivine et un liquide. Les deux sont de compositions différentes de la composition de l'enstatite initiale. D'accord? À l'inverse, ce minéral cristallise par une réaction entre l'olivine et le liquide pour former l'enstatite. D'accord? Suivant soit un point dans le système binaire, soit c'est un point péritectique, soit sur le diagramme ternaire, sur une courbe péritectique. Mais revenons au système binaire. Le système forsterite-silice. Alors la silice est à droite ici, elle n'est pas mentionnée. Seules sont mentionnées des compositions qui sont donc à gauche du point eutectique binaire. Ça c'est l'eutectique, ça c'est le péritectique binaire. Et on a donc ici les flèches noires vous indiquent trois compositions différentes. Une première composition qui est à gauche de l'enstatite, on dit que c'est une composition qui est sous-saturée en silice, on l'a dit tout à l'heure. Et vous avez ici la composition pile, celle de l'enstatite, on dit que c'est une composition saturée en silice. Et vous avez ici une composition à droite de l'enstatite, et bien avant le point P, on dit qu'elle est sursaturée en silice. Alors, la cristallisation est différente dans les trois cas. Je parle d'une cristallisation équilibrée normale. On va commencer par ça, avant de faire du fractionnement. Alors, si j'ai une composition sous-saturée, le liquide descend, il touche ici le domaine de saturation de la forsterite, de l'olivine, hop, il se met à cristalliser de là, il cristallise de l'olivine, jusqu'au point P. Au point P, la réaction péritectique olivine plus liquide se met en route et elle forme l'enstatite, jusqu'à épuisement du liquide. Le point figuratif du liquide arrive ici et il ne bouge plus, c'est un point invariant. Résultat final, j'ai une roche qui est composée de forsterite et d'enstatite, c'est-à-dire conforme à la composition initiale qui était entre les deux. Maintenant, si j'ai une composition ici qui correspond à la composition de l'enstatite seule, d'accord, le chemin de cristallisation est exactement le même. J'arrive ici, je touche, je commence à cristalliser la forsterite de ce point-là jusqu'au point P. La forsterite continue à cristalliser seule. Au point P, j'ai la réaction péritectique qui commence, forsterite plus liquide, donc enstatite. D'accord? Et ceci jusqu'à ce que la dernière goutte de liquide disparaisse en même temps que le dernier cristal de forsterite, de telle façon à ce que le résultat final de la roche ne soit plus
que de l'enstatite. L'enstatite seul, conforme, encore une fois, à la composition du liquide initial. Si maintenant j'ai un liquide qui est sursaturé en silice, je suis donc à droite de la composition du composé intermédiaire à fusion congruente, qui est l'enstatite. Si je suis à droite, la cristallisation commence exactement de la même façon. Donc, dès qu'il arrive ici, cristallisation de la force sphérique, de ce point-là au point P, la force sphérique cristallise seule. Au point P, vous avez la réaction force sphérique plus liquide donne enstatite, jusqu'à ce que toute l'olivine, toute la force sphérique disparaisse. Une fois il a disparu, il restera du liquide. D'accord? Donc le point figuratif du liquide ne va pas rester au point P, mais il va évoluer du point P à ce point-là. Alors attention, ici c'est le domaine de saturation de l'enstatite. De ce point-là à ce point-là, le liquide ici, quand il va se balader, il va cristalliser de l'enstatite. Mais attention, de façon cette fois-ci congruente. Ça n'est plus une réaction. L'enstatite peut aussi cristalliser directement à partir du melt. Elle cristallise de façon congruente du point P jusqu'au point E. Au point E, le domaine de saturation de la cristobalite qui est ici est atteint et vous avez donc la formation du quartz dans cette roche. D'accord? Le résultat final, ici, je vous rappelle que la force sphérique a commencé à cristalliser ici, mais il a entièrement disparu. Le résultat final, c'est enstatite plus cristobalite, plus quartz. D'accord? J'ai donc tout à fait conforme à la composition du liquide initial. Ok? Donc, nous avons ici une cristallisation, des chemins de cristallisation différents selon la composition du liquide initial. C'est ça qu'il faut retenir de cette affaire-là. Ok? Le liquide initial définit la paragénèse finale que je vais finir par avoir dans mes roches, si celles-ci évidemment cristallisent en équilibre. Maintenant, on va imaginer d'abord une cristallisation équilibrée dans le système ternaire avant d'imaginer une cristallisation hors équilibre dans les deux. Bien, prenons dans le système ternaire. Là, vous avez vu ça par ailleurs, vous allez le revoir de nouveau, je ne vais pas m'attarder dessus. Moi, c'est juste le principe que je veux que vous reteniez pour nos modélisations. J'ai donc ici le diagramme ternaire, un orthite force sphérique silice. J'ai donc deux triangles partiels, des triangles avec les compositions sous-saturées, un triangle avec les compositions sursaturées et un triangle avec les compositions pile saturées. J'imagine maintenant que j'ai une composition ici, petit a, qui correspond à une composition sous-saturée en silice. De A, donc je fais les pointillés comme tout à l'heure, je tire le trait de A jusqu'à B. Entre A et B, j'ai la cristallisation de la force sphérique. En B, la courbe péridectique ici est atteinte. Et donc, la force sphérique qui commence à réagir avec le melt pour former de l'enstatite. Ceci de B jusqu'à C. En C, l'anorthite cristallise pendant que l'olivine continue à se transformer en enstatite par réaction avec le liquide, jusqu'à épuisement du liquide. D'accord? Le résultat final, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la force sphérique, j'ai de l'enstatite et j'ai de l'anorthite, qui est tout à fait conforme à la composition du liquide initial qui était dans le triangle partiel anorthite, force sphérique, enstatite. Au départ, à l'arrivée, j'ai ce que j'avais au départ. En termes de constituants indépendants au départ, en termes de phase, évidemment, à l'arrivée. Maintenant, on va supposer que je suis exactement ici. Alors, c'est un point qui n'est pas marqué là, mais c'est pas grave. On va mettre un point X ici, quelconque, qui est pile sur le joint anorthite enstatite. Il est là. Donc, la cristallisation est exactement pareille. Elle se fait de ce point-là au point B, en cristallisant de force sphérique seule. En B, j'ai la force sphérique qui rentre en réaction avec le liquide pour faire de l'enstatite, de B jusqu'à C. D'accord? En C, que se passe-t-il? L'anorthite se met à cristalliser de façon congruente normale, et là, le dernier cristal de force sphérique va disparaître en même temps que la dernière goutte de liquide, comme on l'a vu tout à l'heure. Résultat final, j'ai une association entre l'anorthite et l'enstatite, exactement conforme à la composition en termes de constitution indépendante du liquide initial, qui était sur le joint, ici. Si j'ai maintenant une composition
sursaturé en silice, c'est-à-dire si je suis quelque part par là, je fais une cristallisation de là jusqu'à B, force stérite, de B jusqu'à C, la force stérite réagit avec le liquide pour former l'enstatite. En C, la force stérite disparaît entièrement et j'ai donc du liquide qui reste. Ce liquide va évoluer de C jusqu'à D en cristallisant, en continuant à cristalliser la nortite et en cristallisant de l'enstatite, mais cette fois-ci de façon congruente, jusqu'au point D où j'ai 5 cristallisations de la nortite, de l'enstatite et de la tridymite. Cette tridymite s'inversera après en cristalline avec la baisse de la température. Résultat final, anortite plus enstatite plus CO2. D'accord? Plus la tridymite ou la cristalline, donc tout à fait conforme au triangle partiel qui contenait la composition initiale. Je vais donc avoir une roche avec du quartz, mais qui a commencé à former de l'olivine. Je vous rappelle que le diagramme binaire, c'est celui qui est démontré le fait que l'olivine et le quartz ne peuvent pas coexister dans la même roche. Là aussi, ça le montre. Si la cristallisation est équilibrée, jamais vous n'aurez l'olivine et le quartz dans la même roche. Alors, ça, ça y est, c'est celui qu'on a vu. Voilà. Alors, maintenant, comment se fait la cristallisation fractionnée? La cristallisation fractionnée, c'est très simple à imaginer. Vous supposez par exemple que vous avez un liquide de composition A au départ. Vous le faites cristalliser. Vous arrivez à B. Alors, si ce A avait cristallisé jusqu'au bout, il s'arrêterait au point péritectique ternaire ici, avec résultat final, anortite plus phosphorite plus enstatite. Maintenant, on peut imaginer que de A à B, j'ai la cristallisation d'olivine. Si à B, je sépare l'olivine, je fractionne cette olivine, je vais avoir un solide qui contient de l'olivine et je vais avoir un liquide résiduel qui n'a plus la composition A, mais qui a la composition B. D'accord? Alors si ce liquide de composition B se remet à cristalliser, il va arriver ici et il va former de l'anortite et de l'enstatite. J'aurai donc une roche, une dunite, avec de la force stérite seule, et j'aurai par-dessus une roche avec de l'enstatite et de l'anortite. J'ai donc, les choses ont évolué différemment que ce qui était attendu si la composition était restée fixe. Maintenant, supposons que l'on fractionne ici, d'accord? On fractionne là, on sépare, on a des olivines seules. Supposons que l'on fait cristalliser de nouveau et que l'on fractionne encore plus loin, et que l'on fractionne donc ici, liquide de composition A, il cristallise, on oublie B, on va aller à C direct, on va aller jusqu'à C, qu'est-ce qu'on va avoir? De l'olivine seule, je la fractionne. J'enlève, elle me fait ce qu'on appelle un cumulat. On va revenir sur ces termes-là. Un cumulat d'olivine, de dunite. Si le liquide a évolué et que cette fois-ci il est de composition sursaturée en silice, son évolution va faire C, petit c, jusqu'à D. C'est pas cristallisé donc. De nouveau de l'olivine, mais cette olivine va réagir avec le liquide pour former de l'enstatite de là à là. Ici, l'olivine va entièrement disparaître, mais il restera du liquide. Ce liquide va évoluer ici en cristallisant de l'anortite, de l'enstatite et du quartz. Et je vais finir par avoir un système, un massif, une succession de cumulats dans lequel à la base je vais avoir de l'olivine et un petit peu plus haut je peux avoir du quartz. Donc ces deux minéraux qui étaient incompatibles si la cristallisation avait été équilibrée deviennent possiblement présents dans le même système magmatique. Je n'ai pas dit dans la même roche, j'ai dans le même système magmatique, dans le même massif, dans la même succession d'unités cumulative, si on veut. Bien. Je pense que je vais m'arrêter 5 minutes, si vous le voulez bien.